Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. Un député tente de le piéger sur son militantisme, son compte Twitter, son émission, sa confusion des rôles. Hugo Clément l'écoute et contre-attaque. 80% des insectes volants ont disparu en 30 ans. Parkinson chez les agriculteurs. Lien prouvé avec les pesticides. Des enfants morts, des familles dévastées. Face à ce négationnisme scientifique, moi j'ai aucun problème à défendre les faits. Le président intervient. Clément se retourne vers les élus. Ça en dit souvent plus sur les personnes qui interprètent que sur celui qui fait. Ce qui se passe à l'Assemblée vous concerne, abonnez-vous, on vous montre tout. Je laisse la parole pour 2 minutes à Marceau pour le groupe Ensemble pour la République. Merci beaucoup. Merci messieurs de votre présence. Alors on en a déjà parlé longuement, je vais plutôt m'adresser à vous monsieur Clément, mais je vous laisserai, on laissera monsieur le Président dire les réponses de l'un ou de l'autre. Donc on en parle depuis un moment, vous avez un engagement plutôt écologiste et vous l'avez encore dit tout à l'heure fort, et moi je ne le reproche absolument pas, incarné bien sûr dans vos documentaires. Et vous êtes donc une voix du service public, mais aussi un journaliste engagé. Donc c'est un peu ça que je veux interroger à travers la loi du plomb. Et ce que vous avez acté à la fois dans vos différents réseaux sociaux, personnels, pro, avec Vaquita aussi, sur vos différents médias, en appelant à participer, à signer la loi, non, et puis pour la deuxième loi du plomb, non c'est non, monsieur Duplomb, pour la signer, le lien est en bio. Et donc c'est vrai que indirectement, dans tout ce que vous nous avez dit, on peut interroger l'idée de cette impartialité quand on est une voix du service public, mais aussi qu'on a des engagements. Peut-être que la frontière est un peu complexe aussi, peut-être pour nous aussi. Et donc, comment on peut à la fois être engagé et avoir cette règle d'impartialité et du coup, ça m'amène à une question, c'est comment vous garantissez votre ligne éditoriale avec de la rigueur, la contradiction, la place de l'équilibre dans vos reportages que personnellement, je ne les ai pas tous vus, je vous suis quand même depuis quelques années, mais je n'ai pas tout vu. Mais c'est vrai que parfois, on peut se poser des questions. Alors, il y a la loi du plomb, et puis il y a aussi, vous avez été, entre guillemets, épinglé, parce qu'ils ont voulu vous faire un droit de réponse sur une émission que vous aviez, qui a été diffusée en juin sur le front, sur la production de maïs et l'irrigation. Et c'est vrai que on vous a accusé de faire un procès à charge et de pas regarder vraiment quelle était la production de maïs en France. Et moi, tout ça, ça m'interroge sur à la fois vous êtes une voix du service public, vous avez donc d'autres statuts et vous êtes effectivement militant. Et moi, ça m'interroge, j'aimerais qu'on en discute un petit peu. Merci, chers collègues. Je vous laisse répondre, monsieur Clément, pour 2 minutes. J'ai plein d'autres trucs à dire. Pardon. Alors, juste pour répondre sur la fin de votre question sur la question du maïs, on peut nous reprocher beaucoup de choses, mais pas de nous être intéressés, de ne pas nous être intéressés à la question du maïs en France, puisqu'on a enquêté dessus pendant 1 an, et que tous les intervenants de cette émission, je ne sais pas si vous l'avez vue, celle-ci, tous les intervenants de cette émission, quasiment, étaient des agriculteurs. Et ça, c'est important de le souligner, parce que présenté comme ça, c'est sûr qu'on pourrait penser que c'est une émission avec seulement des militants qui dénoncent telle ou telle industrie, mais on prend toujours les intervenants de terrain. Et la question de l'irrigation du maïs, c'est une question passionnante et une question assez majeure dans la gestion de l'eau en France, puisque le seul maïs représente une part très importante de toute l'eau qui est consommée en France, y compris dans des régions où la culture du maïs n'est plus du tout adaptée à la réalité climatique. Et quand vous écoutez les agroclimatologues sur cette question, on sait qu'il y a certaines régions en France où il n'est plus possible de cultiver du maïs sans irrigation, puisque c'est une plante tropicale, le maïs, et pas de bol, elle a besoin de beaucoup d'eau pendant l'été, au moment où on en manque le plus. Si elle avait besoin d'eau en ce moment, ça irait, mais c'est pas le problème. Voilà, mais c'est pas le cas. Donc le sujet du maïs, c'est un vrai sujet qui divise le monde agricole. Il y a énormément d'agriculteurs qui sont opposés à l'irrigation du maïs, parce que certains estiment qu'il y a un accaparement de la ressource en eau par un tout petit nombre de producteurs. Et il faut quand même dire qu'une part importante de notre maïs est exportée. Ce n'est pas du maïs qu'on mange dans nos salades ou qu'on utilise pour nous nourrir, c'est du maïs qui est utilisé en bonne partie, si, vous pouvez vérifier les chiffres, qui est utilisé... Pardon ? Non, il est irrigué en faible partie, mais cette faible partie irriguée représente une part énorme de la consommation totale de l'eau en France.
Mais c'est pas, en fait, ça c'est pas un, comment dire, c'est pas un débat pour compte. Ce sont les chiffres de l'État, du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Écologie. Le maïs irrigué représente une part. Je ne veux pas vous dire de bêtises parce que j'ai pas tous les chiffres en tête, mais représente une part très importante il va vous répondre. Représente une part très importante de l'eau qui est utilisée en France. Et il n'est pas question d'arrêter de cultiver du maïs. Il est question, dans cette émission, d'interroger les régions dans lesquelles ce maïs est cultivé. Et encore une fois, ce sont des questions qui sont portées par des agriculteurs. Et si vous regardez l'émission, et j'invite tous les gens qui nous écoutent à le faire, à regarder les gens qui sont dans cette émission, ce sont des agriculteurs qui mettent en question cette irrigation du maïs. Sur la question de la loi du plomb, alors je ne sais pas quelle a été, vous, votre position personnelle sur cette loi. Vous avez voté pour, voilà, je l'avais compris dans la question, mais je ne suis pas salarié du service public. Je n'ai pas de lien salarial avec France Télévisions, et donc je n'ai pas d'obligation de demander à mon employeur, qui n'est pas mon employeur. Le seul employeur, c'est moi. Oui, mais certes, mais je ne suis pas salarié du service public. Donc voilà, je suis libre, je dis ce que je veux, que ça plaise ou non. Ça, c'est important. Et pour moi, c'est vraiment cardinal dans ma manière de travailler. On me qualifie de plein de choses. On apprécie ou on n'apprécie pas ce que je dis. Mais moi, je suis libre et je dirai toujours ce que j'ai envie de dire sans me poser la question de savoir si j'ai le droit de le dire ou pas. Je suis très attaché à la liberté d'expression. Je sais que c'est le cas aussi dans cette commission. Et je le défends au quotidien. Sur la question de la loi du plomb, oui. Ça me semble indispensable, lorsqu'on a une voix médiatique qui porte comme la mienne, de porter le discours des scientifiques, de porter le discours... pardon ? Oui, mais vous savez que par exemple sur la question de la loi du plomb, l'ordre des médecins s'est prononcé contre. Ah si. Ah si, vous pouvez vérifier. L'ordre des médecins s'est prononcé contre. Un certain nombre de scientifiques, Pardon ? On va peut-être pas faire on va peut-être Si, l'ordre des médecins s'est prononcé contre. Un certain nombre de scientifiques reconnus qui font l'unanimité sur la question des pesticides se sont prononcés contre. Je pense notamment à Monsieur Bonmatin, qui est un des plus grands chercheurs sur la question des néonicotinoïdes, qui font partie des produits que la loi du plomb veut réintroduire, et qui sont catégoriques sur le danger que font peser ces produits, notamment sur les insectes pollinisateurs. Donc, être journaliste et présenter des émissions n'empêche pas, par moment, de faire porter sa voix de citoyen sur des sujets qui, moi, me semblent importants. Et vous savez, quand on fait des reportages et qu'on va rencontrer des parents qui ont perdu des enfants à cause des pesticides, à cause des cancers pédiatriques, mais c'est la réalité, vous pouvez souffler, mais c'est la réalité. Je peux vous présenter, si vous voulez, une dame qui était fleuriste, qui était fleuriste et qui a perdu malheureusement sa fille suite à un cancer dont le lien a été reconnu avec les pesticides, qui a été reconnu par le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Donc il y a... Pardon ? Non, justement, elle venait de l'étranger. C'est bien le problème. Donc les fleurs qu'on vend en France. Mais attendez. Je ne peux pas répondre à tout en même temps. Monsieur Clément, cher collègue, je pense qu'ici, c'est pas le lieu. On va refaire le débat sur la loi du plomb. Ah, moi je veux bien, c'est passionnant. Non, mais je pense que peut-être Monsieur Clément, pour préciser la question de Mme Marceau, peut-être la question qui est importante pour qu'on reparte un peu de zéro. Il se trouve que les salariés de l'audiovisuel public, effectivement, sont tenus de respecter la loi, notamment. Non, mais justement. Oui, mais justement, c'est un élément qui est important. Parce que ce que vous nous dites est assez grave d'une certaine manière. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs parfois les questions du rapporteur, c'est de nous expliquer que finalement, puisque France Télévisions travaillerait avec des sociétés de production, et que vous-même, vous êtes soit salarié, soit actionnaire d'une société de production, vous n'êtes pas forcément tenu des mêmes règles. Non, mais c'est pour ça que je veux préciser les choses, parce que vous voyez, par exemple, les émissions d'information de France Télévisions, politiques, c'est politique, c'est ce soir, c'est dans l'air, c'est à vous, elles sont produites par des sociétés de production. Mais les journalistes qui y travaillent doivent respecter la loi de 86, c'est-à-dire le pluralisme, l'indépendance, l'honnêteté, l'impartialité, etc. Tout ça, nous le respectons. Voilà, c'est pour ça que je pense que la question... Tout ça, nous le respectons, bien sûr. Et vous savez, dans tous les médias aujourd'hui, qu'ils soient publics ou privés, il y a des journalistes qui sont embauchés par les chaînes, qu'on appelle des éditorialistes, et dont le métier est de venir donner des avis sur les plateaux de télévision. C'est le cas sur les médias privés, c'est le cas sur les médias publics. Et ces personnes-là, quand c'est sur les médias publics, sont rémunérées pour donner leur avis. Et ce ne sont pas moins des journalistes. Donc, moi, si vous voulez, je ne souscris pas au point de vue qui considérerait à dire que parce qu'on est journaliste ou animateur, on ne doit jamais donner son avis sur aucune question de société. Et j'ai aucun problème à dire que la question des cancers pédiatriques me touche beaucoup et que ça fait partie des questions sur lesquelles j'ai envie d'accompagner les familles. Je pense que Monsieur Clément, je ne pensais pas exactement la question. La question, c'est en fait que le service public audiovisuel, qui appartient à tous les Français,
a pour mission, et c'est dans la loi, le pluralisme, c'est-à-dire finalement, y compris sur la question scientifique et environnementale, c'est-à-dire la question, c'est-à-dire de donner l'ensemble des points de vue et d'éclairer le débat. C'est un vrai sujet. Je vais juste poser, si vous me permettez, je pose juste ma question jusqu'à la fin et je vous laisse répondre. C'est un vrai débat de fond qui est, je pense, très important. Oui. Et c'est toute la limite de l'exercice, c'est la difficulté de notre commission d'enquête, c'est que bien sûr que vous êtes citoyen et heureusement que vous avez des convictions et heureusement que vous les défendez. Mais il se trouve, pas moi qui ai fait la loi, enfin, je la fais aujourd'hui, mais en 1986, pas moi qui l'ai faite, j'étais pas né. En 1986, François Léotard, à l'époque ministre, propose une loi adoptée qui dit le service public, l'audiovisuel en général, pas que public, doit respecter l'honnêteté, l'impartialité, le pluralisme de l'information. Et l'audiovisuel public, a fortiori, doit respecter cette règle. Je pense que ce qu'on essaye de comprendre et d'analyser dans cette commission d'enquête, c'est que le service public est tenu à une forme d'impartialité et de pluralisme de l'information, oui. Mais il se trouve que par ailleurs, vous, par exemple, monsieur Etienne, alors il est plus salarié, mais vous avez une chaîne Twitch où c'est pas du tout les mêmes règles, et là vous êtes finalement totalement libre, et tant mieux. Vous-même, vous n'êtes pas salarié, vous êtes un producteur, mais vos émissions sont diffusées sur le service public audiovisuel. Et on essaie de comprendre, si vous voulez, cette articulation, comment on concilie l'exigence d'impartialité, qui est la loi, hein, c'est pas une loi qui date d'il y a 40 ans, hein, et en même temps, votre liberté d'expression, votre liberté de citoyen. Et c'est cette articulation-là, et je vous laisserai répondre, monsieur Etienne, qui n'est pas évidente. Voilà, admettez. Voilà. Alors, la frontière est très simple. Il y a les productions qui sont diffusées par le service public audiovisuel et pour lesquelles nous cochons toutes les cases de ce que vous dites. L'impartialité, le contradictoire, nous respectons... Notre seule limite, c'est la loi, en fait. Nous respectons la loi. Voilà. Et il y a par ailleurs mon expression personnelle sur mes réseaux privés qui préexistaient à ma collaboration avec le service public et sur lesquels je dis absolument ce que je veux et je continuerai à le faire. Voilà. Et donc ce sont deux choses totalement différentes. Et peut-être pourquoi, alors, pardon, je vais dans le détail, pourquoi sur le compte Twitter, la seule mention c'est sur le front, c'est-à-dire finalement vous invoquez votre statut de producteur pour le service public. Alors j'ai posé cette question parce que je vais vous dire le fond de ma pensée, c'est que je pense qu'on est dans un moment où les gens, il y a une telle confusion entre d'où l'on parle finalement. Est-ce qu'on parle comme journaliste? Est-ce qu'on parle comme militant? Est-ce qu'on parle comme responsable politique? Parce que voilà, et il y a cette confusion-là, je pense, abîme et dévoie la démocratie. Je pense que cette confusion-là, elle est dangereuse. En tout cas, c'est mon avis, pardon, je vous le donne. Et la question des réseaux sociaux peut contribuer à cette confusion, où les gens ne savent plus s'ils parlent finalement, si ce compte Twitter, c'est un compte personnel, d'Hugo Clément, qui, comme tout citoyen, a le droit quand même d'avoir des réseaux sociaux, on est encore en démocratie, et d'avoir une liberté d'expression. Mais en même temps, quand souvent je regarde les réseaux sociaux des figures de l'audiovisuel public, c'est très souvent pas un compte privé. En l'occurrence, votre compte, il est sur le front. Donc on se dit que c'est le compte finalement d'Hugo Clément comme présentateur et producteur d'une émission importante du service public audiovisuel. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'en revient pas à ce qui se faisait avant. Mes tweets n'engagent que moi, c'est un compte personnel. Enfin, pour bien dire qu'il y a deux choses très différentes. Il y a vos activités sur le service public audiovisuel, et vous l'avez dit, vous respectez la loi, et là, il y a de l'impartialité, du pluralisme, de l'indépendance. Et à côté, il y a votre engagement personnel, militant, que personne ne peut vous nier. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on regarde ce compte, on se dit, on ne sait plus si c'est finalement le compte d'Hugo Clément, citoyen, indépendant, libre de ses idées, ou est-ce que c'est le compte d'Hugo Clément sur le front, service public, émission de service public. Voilà, je pense que je vous laisse répondre, et puis ensuite on va... Que ce soit sur les réseaux ou dans les émissions, je m'en tiens toujours aux faits et à l'honnêteté. À l'honnêteté journalistique. Et je crois pas trop, je crois que personne ne croit plus à cette espèce de dissociation entre d'un côté un compte privé, d'un côté un compte public. Les gens ne sont pas dupes, enfin je veux dire, on est une seule et même personne. Et par ailleurs, aujourd'hui, mes activités dépassent largement le cadre de France Télévisions. Si vous allez voir sur Instagram, je suis aussi animateur d'un podcast hebdomadaire qui me prend beaucoup de temps sur le sport, et le sport prend de plus en plus de place dans mes activités. J'ai même un compte qui est dédié au sport et qui me prend énormément de temps. J'ai beaucoup d'activités de producteurs en dehors des contenus de service public, notamment le site Vaquita. Donc évidemment, mon compte Instagram et mes comptes sur les réseaux sociaux sont un medley de toutes les productions que je fais. Et encore une fois, je m'en tiens toujours aux faits.
je fais, quoi qu'il arrive, que ce soit pour le sport, que ce soit pour Vaquita, que ce soit pour France Télévisions, France 2, France 5, peu importe, je fais mon travail en me basant sur les faits. Et les personnes en face, d'ailleurs souvent des politiciens, interprètent en fonction de leur positionnement politique le message qu'ils croient voir dans les émissions. Mais ça en dit souvent plus sur les personnes qui interprètent que sur la personne qui fait les contenus. En tout cas, moi, je vous donne, et on verra les recommandations, mais moi, je pense que c'est pas anodin quand on a, et encore une fois, d'avoir un compte Twitter où il y a marqué sur le front, c'est-à-dire d'une certaine... Nous, notre boulot, pardon, et je vous le dis franchement, notre boulot, c'est de garantir l'impartialité du service public. Parce que si on veut le protéger, il faut garantir qu'il est impartial, sinon on ne le protège pas. Quand vous avez un compte Twitter où il y a marqué sur le front, c'est-à-dire votre émission de service public audiovisuel, et que c'est un compte et c'est vos droits, vous partagez par exemple le fait que le gouvernement ne devrait pas soutenir la loi Duplon, donc vous donnez votre avis sur la loi Duplon et c'est vos droits, pourquoi le faire sous l'ombrelle, sur le front? Vous dites vous-même que vous avez plein d'activités, et je pense, ça vous paraît totalement anecdotique, et vous dites c'est pas grave, mais moi je vous dis que notre rôle qui est de garantir l'impartialité du service public auprès de Français, qui aujourd'hui, on voit bien cette commission d'enquête, etc., parfois en doute, c'est parfois instrumentalisé, etc., je pense qu'il faut être d'une exigence absolue, et je pense que s'abriter derrière une fonction que vous occupez pour le service public audiovisuel, alors que c'est un compte, enfin, je veux dire, voilà, privé, dans lequel personne ne peut vous reprocher de dire que vous êtes contre la loi Duplon. Je veux dire, c'est votre droit. Mais dans ces cas-là, faites-le en ne mettant pas votre émission de service public, faites-le en disant c'est mon compte personnel. Voilà, ça vous paraît anecdotique, moi je pense que c'est très important. Ça me paraît pas anecdotique, c'est simplement que vous parlez du compte Twitter, où en l'occurrence, j'ai pas changé la description depuis 6 ans. Moi, je suis beaucoup plus actif sur Instagram, et sur Instagram, vous voyez qu'il y a toutes les activités qui sont décrites étape par étape. Mais si vous voulez, on se concentre, nous, sur le travail de fond. Et ce que les gens peuvent en penser, pardon, mais c'est pas ça qui me préoccupe. Je cherche pas à plaire à tout le monde, je sais pas à ce que tout le monde soit satisfait ou non du travail, c'est pas ça qui me guide. Ce qui me guide, c'est le fond et les faits. Voilà. Monsieur Clément, mais allez, on va avancer. Pardon, mais Monsieur Clément, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Moi, que vous ayez des reproches, j'en ai aussi. Moi aussi, on me dit que je suis d'extrême droite puis d'extrême gauche. C'est pas la question. La question, c'est je vous dis comment, dans un moment de confusion, on garantit l'impartialité à chaque instant du service public. Et donc voilà, il faut vous-même, et je pense que vous l'intégrez parfaitement. En même temps, vous êtes garant de cette impartialité, c'est votre rôle, parce que vous êtes un acteur du service public audiovisuel, et c'est de la loi. Et en même temps, et c'est aussi votre droit, vous êtes un citoyen qui a des convictions, qui a envie de les défendre, qui a envie de les porter dans le débat public. Et nous, notre rôle, c'est d'essayer de réfléchir, non pas de vous juger ou de commenter. Moi, je me méfie beaucoup des politiques qui jugent les lignes éditoriales. En revanche, c'est notre rôle de vérifier, de garantir les moyens d'accéder à une forme d'impartialité et de pluralisme dans l'information. C'est la loi, et demain, peut-être qu'il faudra la faire évoluer pour la renforcer. Voilà, mais donc, à votre sens, est-ce que le service public doit organiser des débats d'éditorialistes, par exemple ? Des débats d'éditorialistes. Est-ce que ça rentre dans le cadre de l'impartialité d'avoir des... C'est le pluralisme, bien sûr. Donc je ne comprends pas le problème. Non, mais je comprends pas le problème. Si c'est simplement la description du compte, mon compte Twitter, c'est mon plus petit compte que j'utilise quasiment jamais. Mon compte principal, c'est Instagram, sur lequel toutes les activités, je vous invite à vérifier, sont bien précisées. C'est pas un problème, c'est qu'en fait un journaliste... Il n'est fait aucune référence à France Télévisions. Un journaliste du service public, un journaliste politique, alors on va dire clairement, après, un journaliste politique du service public, il ne va pas sur son compte Twitter ou ses comptes réseaux sociaux partager ses convictions politiques. Vous voyez ? Vous êtes un journaliste environnemental, donc vous avez aussi le même devoir d'impartialité sur ces questions-là, d'éclairer le débat public, de faire de l'investigation. Ça, c'est parfaitement vrai, de faire de l'investigation, de mettre en lumière des sujets qui fâchent. Ça, on est d'accord. Mais le fait de rentrer dans le débat politique en appelant sur votre compte Twitter, par exemple, à un point de vue sur des lois, ça peut interroger sur l'impartialité. C'est tout ce que je dis. Voilà, je ne veux pas rapporter en plein de questions. Pardon, mais l'impartialité, c'est pas 5 minutes pour les climato-sceptiques, 5 minutes pour les scientifiques. C'est pas ça l'impartialité. Sur les sujets sur lesquels il m'arrive de prendre position, notamment la question des pesticides, ce sont des sujets sur lesquels il y a un consensus scientifique sur la nocivité de ces produits. Mais vous pouvez dire mais non, mais c'est la réalité. Il y a un consensus scientifique sur la question des pesticides chimiques et des engrais de synthèse. La question, c'est comment réussir à en utiliser moins, comment aider les agriculteurs à en sortir. Mais le consensus scientifique sur la nocivité de ces produits, sur le fait que 80% des insectes volants, sur le fait que
80% des insectes volants ont disparu ces 30 dernières années en Europe, sur le fait que nos oiseaux des plaines agricoles ont décliné de 30% ces 30 dernières années, sur l'explosion d'un certain nombre de cancers qui sont clairement liés aux pesticides, un certain nombre de cancers, pas tous, des maladies neurodégénératives comme Parkinson, pour lesquelles le lien a été prouvé avec les pesticides, des agriculteurs qui sont malades aujourd'hui à cause des produits qu'ils ont utilisés et si, bien sûr que si, je vous propose, on va pas refaire le les débat agriculteurs entre sont vous deux. plus malades sur un certain nombre de pathologies qui sont liées aux pesticides. Donc si vous voulez, face à ce négationnisme scientifique, mais c'est le cas, face à ce négationnisme scientifique, moi j'ai aucun problème à défendre les faits et à défendre la position des scientifiques et des personnes qui sont sur le terrain. Parce que quand vous avez en face de vous un agriculteur, et c'est le cas dans une émission qu'on va bientôt diffuser, qui toute sa vie a utilisé des produits, qui aujourd'hui a un cancer très grave et qui vous explique que le système politique porte une responsabilité sur les maladies que développent les personnes. Non, le négationnisme scientifique. Merci. Attention, Monsieur Clément, on va avancer. De dire que les pesticides n'ont pas de lien avec les cancers, pardon, mais c'est fermer les yeux sur les faits scientifiques. Vous pouvez pas dire que les pesticides n'ont pas de lien avec les cancers. Les cancers ne sont pas liés uniquement aux pesticides. Loin de là, il y a des causes qui sont bien plus génératrices de cancers, notamment l'alcool, notamment la cigarette. Bon. Et figurez-vous que je porte l'alimentation. Et figurez-vous que je porte également le combat contre la consommation d'alcool qui est banalisée en France et qui cause un certain nombre de maladies et de cancers. Donc je porte aussi ces combats-là parce que je pense que la santé publique mérite, oui, qu'on s'y engage. Merci pour cet échange. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. À très vite sur Contre-champ politique.